17h et bientôt 7 minutes sur France Inter, l'heure de retrouver Par Jupiter avec vous, Charline Von Honecker et Alex Vizorek. Bonjour à tous les deux. On n'entend plus rien du tout, mais certainement que Maïwenn Bordron nous a fait un petit passage d'antenne. Moi, je vous entends. Ah, ça y est. Je vous disais bonjour et je vous lançais. Bonjour Maïwenn, vous avez perdu, dites donc, un petit peu comme Léon Zitrone le jour où il a perdu Simone Garnier les vachettes. Oh, dites donc. Bon, allez, merci pour ces informations. Top à la vachette. Top à la vachette, c'est parti. Salut les amis. Salut Charline. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Jean Rouault. Ah, Voilà. c'est Rouault et c'est Rouba. Ouais. Alors, qui est surtout un grand écrivain. Ah, bah comme nous. Pareil. Alors, Bah, il oui. a eu le prix Goncourt dès son premier roman tout de même. Ouais, c'est vrai que là donc, j'ai un peu déconné là-dessus. Moi aussi, mais c'est parce qu'ils sont pas fans de Brève chez Drouin. Ouais, c'est Ouais, vrai, ça, c'est vrai. ouais. Bref, Jean Rouault surtout, il a le mérite de rester modeste. Ah bah comme ça, nous, comme pareil. Il Bah, croit oui. au travail des mains, à l'artisanat. lui, Comme tu moi. vois. Alors moi, je suis un artisan de la presse locale bretonne. Il vient d'ailleurs pour son tout dernier roman, 5e opus de la série La Vie poétique, qui s'intitule Kiosque. Ah bah là aussi je connais un petit peu le milieu des kiosquiers quoi. Mes parents tenaient une maison de la presse. Donc, Non, mais il raconte dans le texte la période où il était kiosquier, le jour où il écrivait la nuit. C'est fort, non? Un bosseur comme moi. Mais en tout oui. cas, Jean Rouault, il fait pas partie de ces écrivains mondains qui fréquentent les salons parisiens. Ah voilà. bah comme nous, pareil. Moi Oh. j'en parlais l'autre jour à mon chauffeur. Quoi? Non mais mon chauffeur de taxi. Tu prends le taxi, toi, maintenant? Oui, ça m'arrive de temps en temps, mais vraiment quand j'ai pas d'autre solution. C'est Attention. vrai, hein. mais malgré notre succès, on est toujours proche du petit peuple. Pardon Des gens. Des gens. Ouais, ben Jean Rouault, lui, il est vraiment humble. Il a une trentaine d'ouvrages derrière lui, tous aussi passionnants les uns que les autres, et il se la pète pas. Voilà. On a plein de choses en commun. C'est lui. fou hein, quand même. Hein. Oh merde. Allô. Ah merde, Guillaume, notre Ouais. Esa au Fouquet's pour ce midi, ça saute. Oh merde. Oh, bah, je préfère encore pas bouffer que de manger un sandwich à la cantine. Hein. Ça Moi suffit. Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'émission qui participe à la maraude de l'actualité au sein du plan com de la blague. Voilà, vous devez deviner laquelle de ces trois informations finira cette semaine dans Gala. Attention. Le président a passé la nuit au chevet des SDF avec son empathie et sa photographe officielle. Le calcul savant pour diffuser des photos sans prétendre les avoir diffusées nous laisse perplexes. En tout cas, la photographe est sortie chamboulée de cette expérience. Il y a urgence là, douche, pressing. Et vous vivez dans un monde qui est tellement aseptisé aussi. Nos milliardaires se refilent les titres de presse entre eux. L'Express, détenu par le patron de SFR, passe dans les mains du patron de BFM. Signe que la presse magazine, qui se portait si bien encore récemment, est en train de se casser la gueule comme les journaux. Achète-toi tout ce dont tu rêves. Un zoo, un bowling et même une animalerie de folie. Et toi, que vas-tu acheter? Les trottinettes électriques sont exposées au risque de piratage. Il est possible de prendre à distance le contrôle de votre trottinette en la faisant accélérer ou freiner brutalement. Nous sommes donc bien en train de perdre le contrôle. La trottinette électrique, sans loi, sans permis, en location libre. Enfin, le droit pour les jeunes de tuer les vieux. Lui, il pirate l'actualité. Bonjour Alex Vizorek. Mais bonjour Charline Von Honecker. Eh bien, figurez-vous, vous allez être surprise, mais il y a une belle équipe. Ah oui, Ah, aujourd'hui oui. Eh oui, aujourd'hui, oui. À 17h20, celle qui a l'air tellement gentille quand on la voit, mais qui à l'intérieur est remplie de mauvaises intentions. C'est son point commun avec un pot de Nutella. C'est Constance, bonjour. Bonjour à tous. De quoi on va parler? Alors aujourd'hui, c'est la journée du conte de fées. Donc je vais faire une chronique donc, sur les contes de fées et je voulais faire une onomatopée Oui. qui allait avec. C'était voilà. On dirait une princesse. À 17h30, qui n'est pas un prince charmant. La tique de l'information, quand il se sent bien quelque part, il y reste. Guillaume Meurice est toujours au vrai. salon de l'agriculture. Oui, mais alors c'est pas le salon de l'agriculture où je suis allé, mais le salon des agriculteurs. C'est un autre salon. C'est un peu le salon de l'agriculture intensive. Et de quoi? La ferme digitale. Et de la ferme digitale. Et ça on aime beaucoup déjà. Et à 17h40, je l'ai vu sur scène avec une perruque, une robe à paillettes et faisant du lip-dub sur du Dalida. Et ce n'était pas chez Michou. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour à tous. De quoi on va parler? Du livre de notre invité qui parle d'un temps révolu. Ça donne Qui beaucoup de cet homme crédit à notre chroniqueuse littéraire qui va chroniquer le livre de celui qui va poétiser notre open space pendant 1 heure. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes Jean Rouault. Oh là là. Elle défaille. Onomatopée. Charline Von Honecker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Jean Rouault. Merci à vous. Vous publiez Kiosque chez Grasset. Vous avez été kiosquier. Vous quittez votre kiosque en 1990 lorsque vous obtenez le prix Goncourt.
pour votre premier roman. Pourquoi avoir attendu 29 ans avant de raconter le kiosque ? Parce que j'avais un projet. C'était d'abord d'en finir avec le premier cycle familial, que j'appelle le livre des morts. Après, on me disait, ah oui, mais enfin, c'est pas des romans, puisque de toute façon, vous racontez la mort de votre père, de votre mère, c'est pas du roman. On vous reprochait que ce soit autobiographique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée du roman, c'est quand même la fiction. Donc si c'est pas une fiction, ça marche pas. Bref. Donc j'ai abordé la question de la fiction, et après, je savais que je parlerais de comment ça s'est passé, ce chemin d'écriture, sachant que moi, je commence quand même avec la mort du roman, la mort de l'auteur, et la syntaxe est fasciste. Vous voyez ? Donc après ça, allez-y, lancez-vous, etc. Et donc c'est tardivement que j'ai commencé à penser à écrire un roman, qui va devenir après Chant d'honneur. Mais que j'ai passé beaucoup de temps avant à faire des textes abscons, etc. Donc l'idée de la vie poétique, c'est de raconter ce chemin-là, et qui n'est pas simplement un itinéraire personnel, mais ça croise l'histoire du temps. Pourquoi est-ce qu'un pays décide qu'on ne peut plus écrire de romans ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette mort du roman ? Et donc, avec le temps, j'ai compris que la mort du roman, c'était la mort du roman de la France, la mort du roman national, si vous voulez. Donc ce cadavre-là qu'on essaye toujours de réanimer, il avait été anticipé et vu par ces mouvements comme ça de théorie littéraire, qui en fait avaient compris que c'était fichu, quoi, tout simplement. Vous datez la mort du roman de l'Exode de juin 1940 en disant qu'à partir de là, il n'y a plus de fiction possible. Alors, c'est évident qu'après, on a vécu dans une fiction, la fiction de la France résistante, et c'est seulement à partir des années 70 qu'on a commencé à se retourner pour interroger cette période honteuse de la collaboration, et puis qu'il y a eu donc le Chagrin et la pitié, la France de Paxton, etc., de Vichy de Paxton, et puis enfin on est arrivé au procès des grands collaborateurs, Touvier, Bousquet, ça n'a pas eu lieu, mais et Papon. Et c'est au moment où on se retourne, où on accepte d'affronter ce passé sombre, que on invente le devoir de mémoire, alors qu'avant, tout le siècle avait reposé sur du passé faisant table rase. Vous voyez ? Donc d'un coup, brutalement, on déclare que l'important, c'est la mémoire, et alors que la mémoire a été considérée littérairement comme quelque chose de réactionnaire. Sartre disait de Proust, il fait le jeu de la réaction. Vous voyez, c'est quand même intelligent comme critique. C'est Sartre, hein. Voilà, c'est ça. Ça vaut le coup aujourd'hui. Et donc voilà, c'est tout ça que j'ai essayé de raconter, et que le kiosque, c'est évidemment ce moment où à la fois je vends littéralement des journaux, etc., et où je suis en train d'écrire les chants d'honneur, c'est que je me réapproprie le réel, et les gens, et l'actualité, et le monde, ce que j'avais sous mes yeux, quoi. Ce kiosque qui n'existe plus aujourd'hui, vous dites, ce kiosque n'existait plus que dans ces lignes, donc vous l'avez fait revivre dans ce roman, ce que vous appelez ce théâtricule, c'est vrai que ça ressemble à un petit théâtre, mais d'abord, ça faisait aussi 19 ans que vous n'aviez pas été invité sur France Inter, paraît-il. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez quand même reçu le prix Goncourt. C'est quand même pas rien. Non, mais c'était il y a 29 ans. Ouais. Eh ben, je sais pas, j'avais été très gâté avant, et puis on peut être prix Goncourt un jour, et puis arriver dans l'angle mort. Je crois que Clara, elle n'est pas prix Goncourt, elle a toutes les semaines. Hein. Comment vous expliquez ça ? Il y en a qui ont les bons plans. Hein. Vous n'avez pas de réseau. Je suis pas gâtée. Vous n'avez pas de réseau. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec ce roman, Kiosque. Le kiosque, ce théâtricule, ce minuscule théâtre, immobile. Et autour, tout bouge. Ça, c'est un contraste qui est la matière de votre écriture dans ce roman. Oui, puis en plus, le kiosque n'était pas n'importe où, il était dans le 19e arrondissement, qui était un quartier extrêmement populaire à l'époque, et où c'était le monde entier qui se croisait, parce que on arrive après les Boat People, il y a les Libanais qui ont fui la guerre du Liban, enfin, il y a des Argentins qui ont fui les colonels, les Chiliens qui ont fui Pinochet, il y a des Turcs qui passent leur temps à fuir. Et les journaux étrangers disponibles qui vous entourent. Oui, parce que c'est la différence avec aujourd'hui. Donc parce que pour avoir le résultat d'un match entre Zagreb et Belgrade, par exemple, les types devaient attendre le mardi matin. Maintenant, ils l'ont évidemment sur Internet. Mais c'est-à-dire qu'ils passaient, c'était une vigie sur le monde, votre kiosque, c'est ce que vous racontez aussi. C'était une vigie sur le monde, et puis surtout ce que j'ai appris, c'était que ces gens-là avaient toujours raison, bien plus que l'information
Non, pas vous. On embrasse Maïwen. Et voilà, comme en 19 ans, vous allez plus être sur France Inter. Maïwen qui était la jeune journaliste qui faisait le flash, je rappelle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous étiez entouré de centaines, voire de milliers de titres de presse. Ouais. Et vous avez le sentiment que là où vous appreniez des choses et un regard sur le monde aiguisé, etc., c'était les gens qui passaient dans le kiosque plutôt que les titres qui vous entouraient déjà. C'était la rencontre des deux. Et quand il y avait une information, il y avait des gens qui connaissaient, qui la commentaient. Je me souviens il y avait un camp palestinien dont on annonçait, parce que dans l'imaginaire, notre imaginaire, camp, ça veut dire Auschwitz, donc forcément à l'intérieur des squelettes décharnés. Et on nous annonçait que quand le camp allait tomber, ça allait être effroyable, l'hécatombe de cadavres et tout. Et j'avais un Béroutin qui me disait, mais c'est impossible de mourir de faim dans ce camp, parce que si ça m'avait fait un croquis, vous voyez, pour expliquer que c'était pas possible. Le camp est tombé. Je suis pas sûr que tout le monde allait bien, mais enfin, il y avait jamais eu des morceaux de cadavres. Et du coup, l'information a été balayée. C'est-à-dire qu'on est passé à autre chose. Et il y avait sans arrêt, comme ça, des gens qui, aussi bien sur les pays du Maghreb, il y a des informations comme ça de première main. Vous étiez le premier informé, mais pas parce que vous aviez les journaux sous la main. Voilà. Et c'était toujours eux qui avaient raison. Jean Rouault est avec nous et il publie Kiosque, son roman, chez Grasset. Clara Dupont-Mono va y revenir tout à l'heure, car vous êtes sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Avec Jacques Higelin. Je suis un genre de loup solitaire. J'agresse les fillettes et leur mère. Quand j'ai rien à me mettre sous la dent, je crame dans un wagon-restaurant. Il y a là une bonne douzaine de rombières qui finissent leur partie de poker. J'en balance 3 par la portière et les autres suivent en chantant. Oh, le contrôleur me rentre dedans et comme j'apprécie pas ses manières, j'y plante mes crocs dans sa visière. C'est terminus, tout le monde descend. Dans le banlieue bouguet, banlieue bouguet, oh des blocs. Banlieue bouguet, banlieue bouguet, oh des blocs. D'assassins, de mercenaires, de fonctionnaires, pauvre gosse qui a un gros chagrin, vient de s'allonger sous mon train. Du ciel crasseux tombe de la bruine, pendant que j'ai le moral qui tombe en ruine. Un légionnaire de Tataouine m'embrasse et veut me casser la gueule. Parti de rien comme un vrai zonard, t'as toutes les chances d'arriver nulle part. Reçu avec la mention 0, à moins que ça soit 12 balles dans la peau. C'est le banlieue bouguet, banlieue bouguet, roguet flow. Banlieue bouguet. Jacques Higelin qui est dans ce studio, Alex. Guillaume Meurice, oui, c'est que vrai. je vois, Constance qui va nous voir les contes de fées, ça va être formidable. Et Clara Dupont-Mono qui nous parlera du livre de l'invité. Et rappelez-nous qui est cet homme. C'est Jean Rouault, notre invité, qui publie Kiosque aux éditions Grasset. Et c'est bien sûr Clara qui va nous en parler tout à l'heure. Mais de l'actualité, il en est question tout le temps, Jean Rouault, bien sûr. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose. Le journal de presque 17h17. Pensez printemps, mes amis. Et on commence par les titres. Le Conseil de l'Europe a demandé à la France de suspendre l'usage du LBD. Oui, les flashballs. Et apparemment, au Conseil de l'Europe, ils sont comme les gilets jaunes. Ils ne voient pas le LBD d'un bon œil. La polémique du jour, c'est pour Decathlon qui va proposer à ses clients un hijab de running. Un article pointé du doigt car beaucoup d'associations considèrent que la marque
cautionne le port du voile. Oui, en revanche, très bonne nouvelle pour François Fillon qui va pouvoir faire son footing à Sablé-sur-Sarthe totalement incognito. Il essaye de pas trop s'afficher depuis les présidentielles. Et les brèves ? Oui, le Conseil de l'Europe a demandé à la France de maintenir l'usage des brèves. J'avais lu l'inverse, moi. Ça vient d'en haut. On commence par Marine Le Pen. Oui, lors de son 5e meeting de proximité en vue des élections européennes, Marine Le Pen a déclaré qu'un migrant fraîchement débarqué touchait plus qu'un retraité français qui a travaillé toute sa vie. Oui, quand la loi fake news va entrer en vigueur, j'en connais une qui va prendre perpète. Ah ouais, parce que c'est faux, bien parce sûr. que c'est faux, c'est n'importe quoi. Quand un migrant arrive en France, il touche 2 fois le salaire de Carlos Ghosn. Et ça, il faut le dire à tout le monde. Passons au Premier ministre. Oui. Pour Édouard Philippe, il faut revoir les règles d'indemnisation de l'assurance chômage pour les salaires élevés. Waouh. Ouais, c'est courageux de sa part. Hein. Carrément, surtout quand on sait qu'il ne devrait pas tarder à le connaître, ce chômage. Politique encore. Oui, Francky Vincent. Non, pas people, je veux dire politique. Eh bien justement, Francky Vincent, candidat au municipal à Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne. Et on attend avec impatience son slogan de campagne. Tu veux mon bulletin dans ton mur? Oui. C'est pas mal, vous pouvez le refaire. Je peux aider, si je peux aider. International à présent en Australie, le cardinal Pell, numéro 3 du Vatican, a été reconnu coupable de pédophilie. Et oui, si Dieu existe, il a de l'humour, parce que mettre un mec qui s'appelle Pell au trou, c'est amusant. Nouvelle enquête pour agression sexuelle a été lancée contre Luc Besson après un signalement venu des États-Unis. Et ouais, ça continue à tomber. Et si ça continue, Luc Besson, son casier judiciaire, il va être plus épais que le scénario de Taxi 4. C'est pas compliqué. Loire, oui. Une hyène s'échappe du zoo et y retourne d'elle-même 1 heure après. Et c'est là qu'on voit la grosse différence entre les animaux et les humains, parce que Redouane Faïd, il n'était pas revenu de lui-même. Santé à présent, l'ail et l'oignon pourraient abaisser le risque de cancer colorectal. Très bonne information, mais attention, à prendre par la bouche, évidemment. Ne pas utiliser directement dans le côlon. C'est visuel, c'est visuel, oui, des brèves. Oui. Clara n'a pas compris. C'est pour oui, ça que je vous le ferai. Peut-être un dessin ou peut-être des brèves. Allez, brève. Une brève normande, une brève bretonne. J'imagine qu'il y en a au moins une des deux à base d'alcool. Non, les deux. Allons-y. Quand il tente de justifier son alcoolémie en expliquant qu'il est cracheur de feu. Voilà pourquoi Juliette Arnaud postule depuis des années au Cirque Pinder. La Bretonne, alors. Évidemment. Le Brastis, un pastis made in Bretagne, débarque sur le marché. On attend avec impatience la Brodka, le Brisky et la Brikila, bien évidemment. Spéciale dédicace à notre stagiaire bretonne, Emma. Allez, on poursuit avec Jean Rouault qui nous accompagne. Le président a passé une nuit en maraude à l'écoute des SDF, sans micro ni caméra, en toute discrétion donc, et sous l'œil discret de la photographe officielle de l'Élysée, qui a discrètement publié les photos sur son compte Instagram. Donc problème, ça s'est su qu'elle avait fait une maraude, c'est vraiment embêtant. Dommage parce que finalement, il ne nous manquait que le son. Hé, camarade! T'as pas 100 balles? Camarade! Salaud, hein? Allez, va bosser, feignant. La France a besoin de toi. Sois feignant, c'est Coluche. Alors Jean Rouault, comment le citoyen français que vous êtes a perçu le message qu'a voulu faire passer Emmanuel Macron, tellement proche des SDF? Je me demande s'il n'y a pas quelque chose à se faire pardonner, parce qu'après avoir insulté tout le monde, les moins que rien, ceux qui réussissent pas, ceux qui savent pas traverser la rue, etc., peut-être qu'il s'est dit, oh là là, sauf que les SDF en général ça vote pas trop, donc je pense qu'il avait perdu son temps. Et puis il y a quand même une chose, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait posé comme ça à côté du club en parlant en polonais. Alors, ça n'a pas marché. Il faudrait lui expliquer que c'est pas le bon plan, parce que maintenant, elle est, je sais pas où. Écoutez, c'est faux. Je suis en ce moment à New York, je travaille pour Capgemini, tout se passe très bien. Alors, Jean Rouault, je me demande de me laisser tranquille. Peut-être qu'il y a une plage pour notre ami. C'est vrai qu'il nous a fait une petite NKM très discrète. Est-ce que là, ça va pas un petit peu trop loin dans le calcul de la communication, dans le cynisme, et un peu peut-être dans la bouffonnerie? La prochaine étape, c'est le sac de riz sur l'épaule. Vous vous sentez un peu... on nous prend pour des bouffons ou comment ça? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, ça devient un peu grossier même. Oui, mais là, attendez, si je peux me permettre, je me fais l'avocat du diable, mais la presse... avoir du boulot. Oui, je sais. La presse n'a pas été prévenue. Si elle l'avait été, on aurait râlé aussi.
Oui. Mais non, mais c'est l'opération en soi qui est téléguidée, qui n'est évidemment pas là par un effort de compassion extraordinaire pour ceux qui souffrent et qui savent pas où dormir. Sinon, après tout, il aurait pu faire une loi, j'en sais rien. Alors, contrepoint intéressant, etc. Clara, vous avez raison, sauf qu'il part en maraude, voilà, on dit sans caméra, sans rien. Pourquoi est-ce qu'il emmène la photographe officielle de l'Élysée ? Bien sûr. Pour l'histoire. C'était comme Napoléon quand il avait tiré les oreilles des grognards, il avait son chroniqueur à côté qui faisait le bulletin de la Grande Armée. Le style aussi, est-ce qu'il faut s'attacher il a soigné, il y avait une photographe officielle de l'Élysée qui était, enfin la photographe officielle de l'Élysée qui était là, donc il a réfléchi à comment il s'est sapé. C'est vous qui avez dit ce matin, Alex, qu'il était sapé comme Tom Cruise. Un look Top Gun. C'est le look Top Gun, le jean, le blouson de cuir. Est-ce que vous le ressentez véritablement, ou alors est-ce que le connaissant, on le voit à travers un prisme presque déformant, tellement on connaît ses méthodes, mais est-ce qu'on est sur un plan comme sur le dos de la rue, véritablement ? Écoutez, là, en France, des portes ouvertes, quand même. Hein, je voudrais pas dire. Moi, je voudrais être sûr. C'est pas le genre de législation. Il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent, qui croient encore en Emmanuel Macron un petit peu. Je voudrais pas qu'ils se sentent exclus non plus. Expliquez-leur alors, parce que là, je suis sans il aurait mots, pu là. dire, voilà, faisons tout, c'est ce que Claude Askolovitch m'a dit ce matin en sortant. Il aurait dû dire, faisons tout ça, c'est important, je vais donner l'exemple. Ouais. Mais le côté, je vais y aller c'est seul lui qui est pour bien censé comprendre régler le problème de était ces gens-là, quand même. Ah, C'est quand même lui qui est censé régler le Pour problème. donner l'exemple, il aurait fallu qu'il commence ça plus tôt. Indeed. Une réaction, peut-être, Clara, Constance, pour terminer ce sujet ? Non, mais ce que je trouve dommage, en fait, parce qu'un président soit proche des démunis, je suis encore peut-être naïve, mais c'est la moindre des choses. Ce qui est vraiment dommage, cette histoire de photographe qui, soi-disant, sans prévenir, en effet, les médias, et qui, en fait, le met sur Instagram. Alors, voilà, exactement. Ouais, c'est ça qui est hyper énervant. Elle est la photographe officielle de l'Élysée, donc ce qui est sur son Instagram est validé par l'Élysée. Oui. On sait très bien qu'Instagram est l'un des médias les plus populaires en ce moment, et que forcément, c'est faire fuiter sans dire j'ai fuité. Il y a une espèce d'hypocrisie là qui est super agaçante, parce que qu'il aille voir des SDF, on préfère tous qu'il aille plutôt en voir que pas. Non. On préfère qu'il règle le problème des SDF. Oui, il est élu pour ça. Il même promis. peut le régler depuis son bureau. Bien sûr. Mais qu'il aille au contact de la rue. Mais le problème, c'est ça, pour moi, c'est l'hypocrisie qui consiste à dire, vous voyez bien que je le fais en toute discrétion par cœur, quoi. Alors qu'en vérité, pas du tout. C'est ça mais chaque fois qu'il est allé au contact de la rue, il a insulté les gens. Là, on ne sait pas ce qu'il a dit, remarque. J'ai été traité de feignant. Ah oui, ça se trouve, il est en train de les engueuler. Il est en train de leur dire, il y a des boulots dans la restauration. Il suffit de traverser la rue. Voilà. En tout cas, il n'a pas sonné avant d'entrer. Alors, 17h29 sur France Inter. Constance est avec nous. Constance. Figurez-vous, mes petits loulous, que c'est aujourd'hui la journée du conte de fées. Et pour célébrer cette fête de l'enfance et de l'imaginaire, je vous offre, non pas une trousse de toilette Marionneau ou une tondeuse à trous de nez, non, un conte de fées. Il était une fois une très jolie princesse. Non, non, non et non! Il faut cesser de conditionner les petites filles à devenir des Barbies anorexiques. Stop à cette société phallocrate qui réduit la femme à des critères de beauté physique dictés par des hommes frustrés, effrayés par la femme à cause de leur petite bite. Donc, il était une fois une princesse de beauté relative, un peu grassouillette mais bien dans sa peau, qui vivait dans un somptueux château. Ouh! Oh, bûcher les bourgeois! Ah, Macron démission, marre de l'injustice sociale, rendez-nous l'ISF, brûlons les riches! Ok. Donc cette princesse, ni moche ni belle, vivait dans une maison banale et son prénom était Louise. Raciste! Et son prénom était Fatoumata. Le soir, à sa fenêtre, quand elle contemplait les étoiles, elle rêvait de rencontrer un prince. Homophobe! Elle rêvait de rencontrer une autre femme et de l'épouser pour fonder une famille. Une famille, c'est un papa et une maman. Saloperie de gauchiste. Vous essayez de briser la famille et les repères. Vous êtes le diable. Jésus va revenir et vous dire que vous êtes méchant.
Donc, les deux jeunes femmes célébrèrent leur mariage sans projet d'enfant, entourées de leur famille et de leurs amis. Leur amour était magnifique. Il était si beau qu'il avait l'éclat du diamant. Rendez à l'Afrique les richesses que vous avez pillées, sale colon. Vous avez le sang du Congo sur les mains. Ok, donc leur amour avait l'éclat de l'eau qui scintille au soleil. Et pour leurs noces, les deux jeunes femmes reçurent en cadeau une calèche et un cheval magnifique. Stop à l'exploitation des animaux. Un cheval, c'est un être sensible qui ne mérite pas d'être réduit au rang d'esclave. Putain. Alors là, j'en ai marre. Vous voulez du politiquement correct, je vais vous en donner. Il était une fois une princesse laide et obèse qui vivait dans un HLM avec sa famille au chômage. Son père était violent et alcoolique et sa mère était une ancienne pute. Cette grosse princesse boiteuse et asthmatique à cause de la pollution était gouine. Lors d'une partouze, elle tomba enceinte d'un poney sidaïque. Et comme elle était droguée, elle oublia d'aller se faire avorter. Elle dut garder l'enfant né sans bras ni jambes, mais bien pratique pour caler la porte. Cet enfant fut élevé dans un squat entouré de junkies où chaque soir on égorgeait des chèvres en les sodomisant. Bonne nuit les enfants, bisous. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise après ça? Merci Constance. Oui, et aussi restez Jean Rouault. Restez. Non, Jean Rouault, il a kiffé, vous avez kiffé. Bien sûr. Bah, bien sûr. Merci Constance. Et comme vous êtes pleine d'énergie, vous en aurez aussi ce soir au théâtre des Deux Ânes. Oui, absolument, Où jusqu'à vous jouez fin avril, oui, tous les votre mardis soirs. spectacle qui s'intitule Elle a oublié. Pot pourri. Bien sûr, hein. Le bien nommé. C'est pas Constance en fait, c'est sûr. Constance avec nous, que vous pouvez revoir sur notre page Facebook de Par Jupiter ou sur franceinter.fr, sur YouTube et tous les autres supports. Ça, c'est la modernité, que voulez-vous. Allez, Jean Rouault est avec nous.
invité, c'est l'écrivain Jean Rouault, qui publie Kiosque aux éditions Grasset. Et Clara Dupont-Moreau va nous en parler tout à l'heure. Tout se passe bien, toujours, Jean Rouault? Ça va, je tiens. Ouais. Vous tenez le coup? Encore une demi-heure. Je dois dire que c'est rude, mais j'essaye de faire face. Très bien, merci. C'est gentil à vous de rester avec nous jusqu'à 18h quand même. Mais attendez, est-ce que le plus dur est encore à venir? C'est là maintenant. Vous avez connu Constance. Maintenant, il y a Guillaume Meurice. Je connais, parce que j'ai ma fille qui est une fan. Ben voilà. Vous l'avez déshérité. Voilà. En antenne. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler du salon de l'agriculture, mais du vrai, pas celui où je suis allé hier, pas celui où Marguerite se fait taper le cul par Laurent Wauquiez avec la délicatesse d'un CRS devant un Becherel. Le vrai salon qui a lieu à Villepinte, donc en lointaine banlieue, avec tout ce qui se fait de mieux en matière d'agriculture intensive et d'innovation, puisque nous sommes, je le rappelle, l'espèce la plus évoluée de la biosphère. Bon, là, c'est pas flagrant autour de la table, mais vous allez voir que quand on va dans un salon comme ça te pète à la gueule. C'est un festival de bonnes idées pour vivre en harmonie avec notre environnement. Commençons vite par l'aspect Startup Nation avec une appli. Nous, on voudrait vous parler de Mapin. Mapin, c'est l'application pour les agriculteurs pour mettre la bonne dose au bon endroit. Attends, parce que ça va trop vite là. J'ai l'impression que ça a commencé beaucoup trop fort. Alors, Mapin, c'est pour mettre la dose au bon endroit. Alors, le slogan est bon. Je dirais qu'on retient. Alors, je tiens à préciser que Mapin, c'est map, comme une carte, et in, vous voyez, à pas confondre avec l'appli Matub, lancée par Alex Vizorek, et qui a bel et bien un lien avec ce à quoi vous pensez. Mapin, c'est une application qui aide les agriculteurs à gérer leurs parcelles. Et le but derrière, c'est d'avoir des meilleures récoltes, d'économiser et des meilleurs rendements. Et ça, c'est avec Mapin. Voilà, meilleur rendement avec Mapin. Voilà. Si avec ça, on rattrape pas les grosses têtes, je sais pas s'il vous faut. Moi, je fais le taf. En tout cas, on devra tenter. Alors, à moins qu'on puisse faire mieux que Mapin en parlant lisier de porc, donc excréments de cochon. Comment faire quand on a des tonnes et des tonnes de lisier à étendre sur son champ immense? Eh ben, on a une belle machine pour ça. Une machine qui fait 31 mètres cubes de capacité et qui permet de pouvoir répandre avec, aujourd'hui présenté, une rampe pendillard de très grande envergure, à savoir la première rampe 36 mètres de lisier en France. Et alors combien ça pulvérise de lisier à la seconde ou à la minute? On peut atteindre des débits de 14 500 litres à la minute. Voilà, donc le temps que je prononce cette phrase, la machine aura envoyé dans la nature 2 ou 3 000 litres d'excréments de porc, l'équivalent de 2 numéros de Valeurs Actuelles et de quelques-unes du magazine Marianne, au passage, pour vous donner une idée plus précise. Ça promet de belles salades d'algues vertes pour l'été. C'est génial comme le chien électrique. Alors le chien, vous connaissez, il fait le beau, il dit du bien de Macron sur BFM TV, il peut même mener un troupeau, mais connaissiez-vous le chien électrique? C'est un chien électrique pour pousser les vaches en salle de traite. Qu'est-ce que c'est un chien électrique? Un chien électrique, c'est une barrière qui est faiblement électrifiée pour pousser les vaches, de façon à ne plus aller les chercher à pied dans le parc d'attente. C'est moderne ça. Oui. Le chien électrique. Ouais. Le chien électrique, voilà. Alors c'est un filet électrifié pour emmener les vaches à la traite. Donc, ça leur fout des petits coups de jus dans le cul, quoi. Donc, si en buvant votre chocolat au lait, vous avez envie de chanter du Claude François, c'est peut-être pas un hasard. La vache a peut-être été poussée par un chien électrique. Oui, mais moi, de une graine cuillère. Okay, j'ai chopé la conteloute, excusez-moi, avec ce chien électrique. Et alors, rattrape Europe 1, on passe à la on n'avait pas besoin de les rattraper, Europe 1. Mais bon, alors, ça stresse un petit peu les vaches avant la traite, c'est vrai, mais c'est pas grave, puisque d'autres ingénieurs ont pensé à tout. Il y a le matelas à eau pour vaches. Ah, elles sont super heureuses là-dessus. On est capable de les rafraîchir à 18 degrés, d'éviter qu'elles aient un problème de circulation sanguine. Donc les petites fourmis dans les pattes que nous on connaît, elles ne les connaissent pas. Grâce au matelas à eau. Grâce au matelas à eau. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on utilise en gériatrie. Ah oui, donc les vieux et les vaches, même combat. Pas forcément. Non, pas forcément, parce que les vieux ne rapportent plus rien du tout. Jouer au bridge et regarder Salut les Terriens le samedi en bavant devant Vizorek, c'est pas très productif comme activité. Alors qu'une vache, oui, hyper productive, on lui fait faire un veau, on le bute et on pique son lait parce que l'objectif il est clair. L'objectif il est clair, c'est qu'il est prouvé aujourd'hui qu'on peut gagner 1 kilo de lait par vache, par jour, avec ce type de produit. C'est-à-dire qu'elles produisent plus de lait si elles sont sur leur matelas à eau. Et on les met dans des conditions optimum pour qu'elles puissent produire plus de lait. Ah ouais, c'est un peu comme Facebook, quoi. On met les employés dans des conditions optimales pour qu'ils produisent plus. C'est un petit peu différent. Vous êtes le Facebook de la vache. Non, j'aime pas des comparatifs de ce genre-là parce que c'est... Non. Ouais. Non, mais ça ressemble, quand même, ça ressemble. Moi, je dis, quand quelqu'un qui t'exploite se met à te chouchouter, c'est toujours un peu louche. Moi, quand Charline, elle m'apporte un café, j'appelle la CGT direct, je préfère vous le dire. Mais bon, c'est pas la plus belle innovation du génie humain. Le génie humain, c'est celui qui va créer des animaux qui n'existaient pas, grâce à la génétique et des entreprises qui travaillent sur l'ADN des vaches. La génétique, aujourd'hui, il y a pas mal de nouveautés avec
Aujourd'hui, on travaille sur le génome, sur les index plus précis dès le jeune âge, pour une meilleure sélection des animaux. Donc on traficote le génome pour avoir des... Ouais, voilà, on travaille sur le génome. Voilà, c'est pas du tout flippant, c'est sympa, on fait des animaux sur mesure. Avant, c'était des sélections, mais maintenant, on intervient directement dans le génome. Il faut savoir que des ingénieurs ont déjà inventé des poulets sans plumes, c'est véridique, qui s'adaptent au réchauffement climatique. Voilà, le génie humain s'adapte à sa propre connerie, c'est prodigieux, et aujourd'hui, donc, c'est les vaches. Aujourd'hui, on a la possibilité de trier les spermatozoïdes, donc d'avoir de la semence sexée. Et donc, sur les génisses, on met plutôt des taureaux. Et est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où l'animal devient une machine ? Non, pas vraiment. Moi, en tant que technicien, moi, je suis dans le métier depuis 40 ans. Vous êtes technicien de la vache ? Technicien de la vache. Voilà, le mécano de la génisse, au service du rendement, de l'optimisation, du fric. Après, on s'étonne que les petits agriculteurs n'arrivent plus à s'en sortir et se suicident par centaines, victimes d'un système d'économie agricole tenu par une belle bande de fumier. Merci Guillaume Meurice. La tête de Constance, ça va. Ouais, ça vous rend triste, hein. Nous aussi. Et évidemment. bon appétit, bien sûr. Merci Guillaume, vous étiez donc ce matin à Villepin. Oui, celui-là, ils l'ont mis loin. Ça, c'est un peu le vrai salon, quoi. Il n'y a pas les petites vaches toutes bien brossées, les petits moutons tout mignons. C'est l'ingénierie de la torture. Ah là, ouais. D'ailleurs, c'est au même endroit qu'il y a le salon de l'armement, donc les mêmes machines de guerre. Ils sont contents quand ils vont arriver. Là, ils étaient sympas. Le service de presse, je les salue. Ils m'ont offert un café. Méfiez-vous. Jean Rouault est avec nous pour adoucir ce moment. Jean Rouault. Avant d'écouter la chronique de Clara Dupont-Mono sur votre roman qui s'intitule Kiosque, qui est paru chez Grasset, abordons un sujet qui a trait au kiosque. La presse magazine, jusqu'alors épargnée, est désormais aussi en crise. Maintenant, les milliardaires s'échangent entre eux les titres comme on s'échange des images Panini dans les cours de récré du CAC 40. Le magazine L'Express, par exemple, il appartenait au patron de SFR, il vient de passer aux mains du patron de BFM. Ça change quoi pour les journalistes ? Enfin, je veux dire pour ceux qui ne sont pas encore virés. Bon, vous m'en voulez pas, j'ai pas trop eu le temps de cuisiner. Avec le bouclage de la nouvelle formule, la semaine de dingue. Je vous le montre ? Ah ouais. Ah oui. Bon, on est sur quelque chose de beaucoup plus glamour, limite girly. Ah oui. Oh, Evelyne Leclerc qui aime le pain complet. Bah ça a de la gueule. Un extrait du film Ma famille t'adore déjà de Jérôme Commandeur. Alors, Jean Rouault, quand vous voyez que Patrick Drahi vend l'Express à Alain Veil pour une bouchée de pain, il gérerait une usine de raviolis, ce serait pareil Oh, mais là, le plan, en fait, Alain Veil, il est aussi, je lis là, parce qu'on m'a filé les papiers, dirigeant de SFR. Donc ça veut dire que SFR proposera un abonnement numérique de l'Express. Ouais. Et quand il y aura 200 000 abonnés à qui on aura offert l'abonnement numérique, eh bien, on supprimera la version papier et puis ce sera réglé. Ouais. Parce que c'est quand même ça le projet. C'est pas la peine de se raconter d'histoire. Et quand ils expliquent qu'ils vont promettent d'investir 20 millions d'euros pour relancer le titre, c'est pour refaire les bureaux, pour faire sans doute une affaire immobilière, pour repeindre les bureaux, mais effacer l'Express, etc. Mais il y a aussi Lagardère qui vend un peu à la découpe son empire de presse magazine comme Elle, Télé 7 jours, etc. Vous, qui étiez dans un kiosque, vous vendiez les journaux, vous avez vu le nombre de titres chuter? Avant, vous étiez serré entre des milliers de titres et puis... Non, parce que moi, je suis parti avant Internet, donc c'était une inflation. Il y avait les gratuits quand même, non? Non, c'était... Je suis très vieux. Donc c'était vraiment une inflation de titres. Dès qu'il y avait quelque chose qui débarquait, quand les pins ont débarqué, il y avait 3 magazines de pins. Enfin, c'était complètement hallucinant. C'est l'âge d'or. Oui, on peut appeler ça comme ça, mais déjà la presse se cassait un peu la figure, quand même. François se cassait la figure. Oui. Il n'en finissait pas d'être acheté, puis ça marchait pas. A fini par passer uniquement en numérique. Ouais. Vous décrivez notamment avec le kiosque Montmartre 3, à un moment dans votre roman. Je vous cite, je me permets de vous lire. On peut même se demander si ce retour au kiosque Montmartre 3 ne serait pas une façon ironique de dire que la presse en a fini avec l'actualité, qu'elle n'a plus rien à nous apprendre, que sa propre histoire, celle où elle tenait le haut du pavé et tirait le monde, l'annonçait à grands cris, le dénonçait à gros titres, et qu'ayant perdu son pouvoir d'accompagner et de façonner les esprits, elle n'était plus dorénavant qu'un élément de décor, au même titre que les colonnes Maurice et ces anciennes réclames peintes sur les pignons des immeubles dont les couleurs passent avec le temps.
Quel constat, Clara Dupont-Moreau, vous qui travaillez dans la presse magazine? Justement, moi, ce que je trouve encore plus inquiétant, c'est que cette crise de la presse, elle rattrape là, à l'heure qu'il est, les magazines. Longtemps, ça a été d'abord les quotidiens. Et les magazines résistaient assez bien avec leur abonnement, notamment. Oui, mais c'est avec des abonnements, parce que je connais un petit peu, mais les ventes en kiosque des magazines, nous on en vendait des tonnes, c'est presque plus rien maintenant. Oui, mais il y avait l'abonnement qui permettait de faire tenir un peu, c'était un peu moins pire, entre guillemets. Et là, en fait, tout est rattrapé par cet achat, en effet, de Monopoly, quoi. Puis il y a des gens derrière, quand même. Après, il y a des groupes comme Reward qui se permettent, notamment qui rachètent Grazia, Biba, Closer, Téléstar, Mode des Travaux, etc. Science et Vie. Ce sont des magazines qui sont payés par la pub, alors. Oui, mais Science et Vie, moins. Oui. Ce sont des boîtes Reward qui se targuent, d'ailleurs, qui se vantent d'externaliser beaucoup, de faire ça à bas prix, à coût très bas, et d'en faire une fierté, c'est quand même assez étonnant, quoi. Jean Rouault, quand vous regardez vous croisez les kiosques dans Paris aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frappe entre votre kiosque à la moitié des années 80 jusqu'en 90 et aujourd'hui? Il n'y a plus de journaux. Mais c'est vrai, on parlait avec mon voisin, là, Guillaume Meurice, qui a commencé tout petit dans la presse lui aussi. On avait 3000 titres. Et donc le kiosque explosait littéralement. Et ce que je disais, il y avait surtout, et en plus tous les journaux étrangers, etc. Et là, quand je passe devant les kiosques, c'est rikiki, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout le temps de vendre des barres chocolatées ou des coca ou des sodas. Ou des tours Eiffel en porte-clés. Mais il n'y a plus rien. Eh bien, revenons-en à ce kiosque donc paru chez Grasset avec Clara Dupont-Moreau. Oui, parce que c'est notre actualité, Charline. Donc je rappelle que ça s'appelle kiosque. Alors Jean Rouault... pour mes mots, vous avez donc été kiosquier pendant 7 ans, avant d'avoir le Goncourt. Je sais donc un peu ce qu'il me reste à faire. Je suis en Ouvert sur le quai de Grenelle, juste en bas. Mais ce sont ces années de vente de journaux que vous décrivez. Vous étiez campé dans votre petite baraque de la rue de Flandre, dans le 19e arrondissement, à Paris. Et se déploie dans ce livre un parfum, je trouve, moi, mais qui n'est qu'à vous, qui est très spécifique, une réelle empreinte que l'on pourrait appeler la nostalgie heureuse. Tout dans votre livre est nostalgie et pourtant, rien n'est triste. Je vous donne un exemple. Votre kiosque abrite 3000 journaux. C'était l'époque, on l'a dit, où la presse était la fenêtre sur le monde. C'était pas encore une Barbie entre les mains d'industriels habitués aux calculettes. Alors, évidemment, vous regrettez cette période, bien sûr, mais vous assortissez le regret à quelque chose de très vivant, comme par exemple une description des gens qui achetaient la presse. C'est-à-dire qu'on voit passer le lecteur de presse homosexuel qui regarde à droite, à gauche, pour que personne ne le voie prendre le magazine. Et vous, qui avez repéré le manège, que faites-vous? Vous mettez les revues à portée de main, je cite, de manière qu'il n'ait qu'à tendre le bras pour s'en saisir sans un mot, du genre « ne vous dérangez pas pour moi ». On voit passer les dingues de course de chevaux qui achètent un journal tout vert qui s'appelle Le Vénard, maintenant qui a disparu. On voit passer cette presse maintenant qui est plus là. Les Chinois du Cambodge qui achètent le Sing Tao, journal qui est lui-même extrêmement méprisé par les Cambodgiens. Les Serbes et les Croates, eux, ne se présentent jamais ensemble devant votre kiosque. Il y en a toujours un qui laisse avancer l'autre, mais en tout cas, ils sont jamais à côté. Et le seul royaliste du 19e arrondissement, qu'on embrasse d'ailleurs, a droit à sa feuille de chou, 2 feuillets que vous extirpez délicatement de sous un tas de journaux immenses, sans qu'un seul ne tombe. Donc vous voyez, chez vous, Jean Rouault, le regret, en fait, n'avance jamais tout seul. Il est toujours escorté d'un souvenir heureux. Là, c'était la galerie de lecteurs que vous avez vu défiler, dont je viens de vous parler, mais c'est aussi les disputes autour du kiosque, parce qu'on l'a oublié, mais c'était là que se jouait le cœur du monde, Charline l'a dit, parce que précisément, c'était la presse qui apportait les nouvelles du monde. Donc le scandale du sang contaminé, Greenpeace, la fortune de Bernard Tapie, la pyramide du Louvre, qui fait une espèce de mini-séisme dans le quartier, alors ça, c'est des sujets de débat hautement inflammables qui entourent votre capsule spatiale. C'est comme ça que vous appelez votre guérite. Je crois qu'elle a la forme quand même d'une petite fusée. C'est ce que vous décrivez. Bah si, elle a été faite comme par un architecte un peu... C'est du sous-Beaubourg, un croisement entre Beaubourg et l'Atomium de Bruxelles, comme ça. C'était pour montrer que c'était moderne, que le kiosque, c'était plus comme au temps où Jane Kelly achetait son journal sur la butte Montmartre, là, dans un Américain à Paris. C'était un kiosque moderne. On sentait que Paris avait une pétoche de devenir Bruges-la-Morte, c'est-à-dire une ville-musée. Et donc, pour montrer qu'elle était tout le temps dans le coup, il y avait Beaubourg, puis il y avait un autre petit kiosque qui était moderne. Et puis après, la
pyramide et compagnie. Alors, à vous lire, on comprend assez vite que vous êtes c'est l'impression que ça donne, hein, peut-être que j'ai tort, hein, mais que vous êtes un homme au cœur serré, mais rieur. C'est-à-dire que la nostalgie vous tient chaud, elle vous sert de chandail, mais elle ne vous sert pas de lunettes pour juger le présent. C'est-à-dire que vous dites pas c'était mieux avant, vous dites qu'est-ce que c'était bien. Vous ne dites pas « reviens au passé », vous lui dites « merci ». Parce que tous ces gens, tous ces lecteurs que vous avez vus passer, qui s'engueulent, qui se plaignent, qui discutent, ils vous ont construit. Vous écrivez « c'est par eux que j'ai découvert avec ébahissement que ma conversation pouvait avoir de l'intérêt ». Les femmes que vous voyez passer rue de Flandre font ressurgir votre mère et toutes les femmes de votre village en Loire-Atlantique. Vous appelez ça la Loire inférieure. Et du coup, quand vous restez immobile dans votre kiosque sous la pluie, et que vous entendez le martèlement de l'averse sur le plexiglas, eh ben qu'est-ce qui se passe ? Je vous cite, « C'était mon pays de pluie qui ressurgissait, le kiosque patiemment recollait les morceaux de mon enfance. » Et voilà comment ce que vous montrez, c'est que la nostalgie répare. Voilà comment la nostalgie, qu'on présente si souvent comme un sentiment stérile, mortifère, réactionnaire aussi, eh ben vous en faites un instrument de cicatrisation, de gratitude et en fait de grand progrès. Je vous redonne les références. Kiosque de Jean Rouault est paru chez Grasset. Merci beaucoup, Clara. Merci, c'était magnifique. En plus, j'ai jamais pensé à la nostalgie comme réparation. Pouf. Oui. Vous avez trouvé les mots, Clara Dupont-Mono. Merci pour votre lecture, Clara. Le roman de Jean Rouault s'intitule Kiosque. Il est paru chez Grasset et à paraître le tome 6 de La vie poétique. La comédie littéraire sera le prochain sur l'après-Goncourt, c'est ça ? Oui, le Goncourt et l'après-Goncourt. Le Goncourt et l'après-Goncourt. Jean Rouault avec nous pendant quelques instants encore, alors profitons-en. Et parlons des rues de Paris qui sont jonchées de trottinettes à la renverse, exploitées par des start-up qui se font la guerre. L'une des marques est exposée au risque de piratage à distance. Déjà qu'en trottinette électrique, on a l'air bête. Alors si en plus quelqu'un d'autre prend le contrôle de votre engin et décide de freiner brusquement ou d'accélérer à votre place, est-ce que vous avez l'image ? Il a l'air débile sur sa trottinette. Ils ont tous l'air débiles avec leur trottinette. Il y en a partout. Je trouve ça débile. Moi, je trouve ça super. Je te rappelle quand même que c'est le moyen de transport de Fantomètre, la trottinette. Alors c'est quoi après ? On met tous des capes et puis on y va ? C'est quoi la prochaine étape ? La voiture de Oui-Oui, mon petit poney pour aller au boulot ? Arrête. Enfin, je leur reconnais un certain courage quand même. Parce que pour avoir l'air aussi con pour économiser 5 minutes de marche, chapeau bas. Un César qui fait des blagounettes, Catherine et Liliane, alias Alex Lutz et Bruno Sanchez. Donc le piratage à distance de ce moyen de locomotion de plus en plus prisé et dans Paris et dans certaines grandes capitales de régions en France. Il y a une métaphore de ce qu'on vit en ce moment, il y a une métaphore de notre société. Oui, c'est la logique du profit. Moins l'investissement est important, plus le profit doit être grand. C'est quand même ça la logique. Et donc on supprime les chauffeurs pour Tesla, et donc les voitures se tamponnent toutes seules. On va vers des avions sans pilote, donc on sera dans les cabines. Qui se cracheront tout seuls. Tout ça, mais on sera comme dans le Orlyval, vous savez, en train de regarder les rails comme ça, donc on traversera les nuages comme ça. Et donc c'est une logique. Donc, mais là, il y a quasiment c'est même un risque de prise de contrôle de votre engin. Donc vous n'avez plus la direction. Ça veut dire qu'en fait, ça vous emmène où la personne a décidé de vous emmener. C'est ça que je trouve affreux. Il suffit de sauter de la trottinette en marche. Vous faites mal, comme Patrick Cohen qui ils ont qu'à faire comme moi, ils prennent un vélo et puis voilà. Le privé qui prend en plus d'espace dans la ville, vous l'avez remarqué ça ? Dans la ville ? Ouais. Les espaces, les abribus, c'est JC Decaux. Il y avait les voitures électriques, c'était Bolloré. Les Vélib, c'était aussi JC Decaux. Les trottinettes, c'est des startups de plus en plus. Elles sont 5. Il n'y a déjà pas le monopole, c'est déjà pas mal. Ouais. 5 marques, 5 startups, quoi. Ouais. Alors, je voudrais dire de faire des trucs pour accrocher les vélos devant la maison de la radio. Voilà. Parce que je me suis fait engueuler parce que je l'avais mis Vous êtes venu à vélo sur la rampe là, pour. Ah oui. Donc, non, ils n'aiment pas ça. Ouais. Non, ils n'aiment pas. C'est vrai qu'on manque de râteliers à vélo, alors que dans la ville, on utilise de plus en plus. J'appelle ça des râteliers. Oui, et c'est vrai que vous êtes venu avec votre casque, Jean Rouault. Pas seulement le casque. Et votre talent de comédien, on espère. À la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité. Attention. On est tombé sur un article qui disait, d'ailleurs notre stagiaire est tombé sur un article, et ça nous a fait rire, que l'Église est tourmentée donc dans les affaires d'agression sexuelle, et elle organise un programme de formation pour parler aux pédophiles d'orientation sexuelle et de chasteté. Jean et Charline, vous êtes les animateurs de cette formation. Oui. Et Guillaume et moi, on vient un peu découvrir de quoi il s'agit.
Bonjour messieurs. Bienvenue dans le séminaire de vie relationnelle, affective et sexuelle en vue d'un célibat consacré épanoui. Si vous êtes à cette session de formation, c'est parce que vous avez péché. Ouais, enfin, moi, j'ai pas vraiment. Ouais, enfin, je m'étais un peu laissé aller sous ma soutane. Oui, mais c'est péché. Oui, mais à l'époque, l'Église le permettait. Grâce à Dieu, ces faits sont prescrits. Et vous êtes là pourquoi? Parce que j'ai un peu dérapé. J'ai C'est-à-dire couché avec sœur Marguerite. Déjà, ça reste dans l'église. Et aussi avec sa sœur. Ah, là, on sort de l'église. Oui, mais je me disais, c'est la sœur d'une sœur, donc ça reste une sœur. Et Mais voilà, non, enfin, nous sommes là pour vous expliquer comment vous comporter face aux jeunes. Il faut éviter la tentation. Vous ne devez pas avoir de relations sexuelles avec vos ouailles. Même si elles ont plus de 12 ans? Non. Oui, d'accord. Ah ouais, on part de loin. Mais les bonnes sœurs, on peut. Parce que moi, quand je vois sœur Marguerite et son petit voile, là, moi, ça me... Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans vœux d'abstinence? Abstinence. C'est bien ce qui me semblait. Alors en plus, tout finit par se savoir et ça donne une mauvaise image de nous. Et d'un point de vue image, on n'est pas au top. Alors comment vous comportez si un jeune vous approche et vous fait des avances? Ah bah je recule. Ouais, mais s'il avance quand tu recules... Bah, comment veux-tu que... Non mais ils vont me faire craquer là. C'est pour rigoler. Ah mais j'ai pas d'humour. Ça Voilà. va, je vous le confirme. Mais Pardon? rien. Même pas un film porno. Hein. Mais on peut quand même regarder par exemple The Voice Kid. Ben oui, pourquoi? Non. Mais s'ils aiment la musique... Non, ça tous les intervenants vous le diront, non. Ah bon, il y a des intervenants? Ah bah oui, c'est une formation très complète. Hein. C'est qui? Bon, eh bien, le père Romain vous parlera de Belzébuth et la préadolescence. Super. Et le père Woody vous parlera de Lucifer et le l'inceste. Super. Et rappelez-vous bien d'une chose, les voies du Seigneur sont impénétrables. Dis donc. C'était pas mal. Oui, ça a du mal à rentrer. C'est-à-dire Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'était du premier degré. C'est fini. Allez. Merci les amis. Merci Jean Roux. Merci à vous, vraiment. Merci infiniment. Je rappelle que vous publiez Kiosque chez Grasset. Merci les amis, merci Clara Dupont-Mono, merci Constance, merci les garçons. On va se retrouver demain avec l'aventurier Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à pied. Tout ça pour arriver ici. Exactement. Pas de bol. On va laisser le mot de fin à un extrait du reportage de Guillaume Meurice. Nous, on voudrait vous parler de Mapin. Mapin, c'est l'application pour les agriculteurs pour mettre la bonne dose au bon endroit. L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou